en 2020. Et la sécheresse a brutalement fracturé le Burkina Faso entier. Mais un chiffre surprenant a émergé lorsque le projet hydrique national a transformé des zones autrefois condamnées en redéfinissant sa survie. Comment Ibrahim Traoré a-t-il catalysé un tel renversement inattendu pour son pays? Une révélation déterminante s'annonce bientôt pour tous. Au-delà de la crise hydrique qui dominait l'actualité, une question centrale s'imposait progressivement: comprendre ce que cette transformation signifiait réellement pour la stabilité future du Burkina Faso. La promesse du projet n'était pas seulement d'assurer l'accès à l'eau, mais aussi de réduire les risques systémiques pesant sur l'agriculture, la sécurité alimentaire et la vie quotidienne. Cette articulation entre urgence et stratégie long terme représentait l'enjeu majeur auquel chaque communauté devait désormais faire face. L'intérêt du public réside dans un bénéfice clair: comprendre comment un pays exposé à un stress climatique extrême peut bâtir une marge de sécurité durable. Les premières observations ont montré que l'accès constant à l'eau modifie non seulement les rendements, mais aussi l'organisation sociale dans les zones rurales. Des villages autrefois dépendants des pluies irrégulières ont commencé à stabiliser leur cycle de production, créant un terrain plus favorable à la résilience locale. Un microsignal était pourtant déjà visible. La réussite technique n'était qu'une partie de l'équation, tandis que la gestion de la ressource devenait rapidement un facteur déterminant pour l'avenir. Les premiers relevés rendus publics ont révélé un basculement inattendu. En moins de quelques mois, 15% du système d'irrigation prévu était déjà opérationnel, tandis que 40 000 travailleurs avaient été mobilisés en 48 heures pour enclencher les chantiers. Ces deux chiffres, placés côte à côte, ont immédiatement changé la lecture du projet et ont montré que le pays avait franchi un seuil technique longtemps jugé irréalisable. Cette dynamique prend racine dans une chaîne de causes étroitement liées. L'année 2023, enregistrée comme la plus sévère depuis 4 décennies, avait laissé des rivières réduites à des lits de poussière et des milliers de familles sans accès à l'eau potable. Dans les zones agricoles, des centaines de milliers d'hectares avaient été abandonnés, et la pénurie touchait simultanément plusieurs provinces rurales. La crise n'était pas ponctuelle, elle était structurelle, étendue et cumulative. C'est dans ce contexte précis qu'Ibrahim Traoré a déclenché l'état d'urgence hydrique et lancé le projet Blue Shield 2025. L'enchaînement suivant est essentiel pour comprendre l'ampleur de la réponse: une mobilisation éclair, l'activation d'équipes civiles et militaires, la construction de 300 réservoirs capables de stocker chacun plusieurs millions de mètres cubes, puis l'interconnexion de ces installations par 2000 km de canaux traversant 18 provinces. Chaque maillon du dispositif répondait à une vulnérabilité identifiée dans les semaines précédant la décision, ce qui explique la vitesse inhabituelle de la mise en œuvre. Dès les premières semaines, la logique du projet s'est clarifiée. Les réservoirs stabilisaient l'approvisionnement en eau potable dans les localités rurales les plus exposées. Les canaux réactivaient progressivement des parcelles agricoles abandonnées. Les stations de pompage hybrides offraient aux zones isolées une continuité de service même en cas de coupure électrique. Cette architecture, entièrement réalisée sans recours à des entreprises étrangères, a consolidé une nouvelle perception de souveraineté et a renforcé l'adhésion des communautés impliquées. Ainsi, la révélation centrale apparaît nettement: la crise n'a pas simplement déclenché un projet, elle a structuré une réponse systémique qui redéfinissait les marges d'action du pays. Au centre de cette mutation progressive, une figure jouait le rôle de repère narratif indispensable:
un dirigeant dont les décisions structuraient la trajectoire du pays en pleine crise. Dès l'annonce du projet Blue Shield 2025, Ibrahim Traoré s'est imposé comme la personne qui articulait les objectifs, les priorités techniques et les phases de mobilisation, donnant aux équipes locales une direction identifiable malgré la pression constante de la sécheresse. Les premiers effets observables ne sont pas apparus dans les grandes villes, mais dans deux zones rurales où la vulnérabilité était la plus aiguë. Dans un village frappé par la baisse dramatique des nappes en 2003, l'arrivée d'un réservoir de proximité a permis à des familles autrefois contraintes à de longs déplacements de disposer d'un accès stable à l'eau. La réorganisation quotidienne qui en a découlé a réduit la charge de travail de plusieurs ménages, créant une marge de sécurité qui était auparavant inexistante. Un deuxième cas, situé dans une région agricole touchée par l'abandon massif des terres, illustre l'impact structurel du réseau d'irrigation. La remise en activité de parcelles laissées en friche a montré que la présence d'un canal bien alimenté pouvait rapidement modifier la dynamique locale. Reprise des cultures, stabilisation des activités saisonnières et retour progressif d'une production régulière. Ces transformations, bien que limitées à une échelle restreinte, donnaient un aperçu concret de ce que l'extension du système pouvait produire à grande échelle. Le rôle du guide devenait alors évident: coordonner, réajuster et maintenir la cohérence d'un projet qui devait répondre simultanément à une urgence immédiate et à une vision durable. À ce stade, la question centrale était claire: l'élan observé pouvait-il se maintenir sans rupture majeure? Avant août 2023. La crise hydrique s'élargissait rapidement. Après août 2023, une mobilisation nationale reconfigurait chaque région touchée. Ce glissement brutal marque le début de la séquence Quichouat-Cao-Trao-Duchamp qui redéfinit la trajectoire du pays sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. La pénurie avait atteint un niveau critique. Rivières asséchées, terres abandonnées, familles sans eau potable. L'année 2020 était la plus sévère en 4 décennies. À la mi-été, plusieurs provinces se retrouvaient incapables de maintenir une activité agricole minimale. C'est dans cet environnement de rupture qu'un état d'urgence national fut déclenché. La décision activait immédiatement le projet Blue Shield 2025, conçu comme un cadre d'intervention totale. En 48 heures, 40 000 ingénieurs, ouvriers et militaires étaient redéployés sur les sites prioritaires. Le pays passait d'un état de paralysie à une phase d'action continue. Les premières équipes ouvraient les tranchées des futurs canaux. D'autres préparaient les fondations des réservoirs. Les unités énergétiques hybrides s'ajoutaient pour sécuriser le fonctionnement en continu. La densité d'efforts était sans précédent. Chaque chantier avançait à un rythme qui défiait les prévisions initiales. Les 300 réservoirs prenaient forme dans plusieurs provinces à la fois. Les 2000 km de canaux se déployaient en arcs successifs, traversant 18 provinces. Chaque segment terminé permettait une relance immédiate de petits périmètres agricoles. Le basculement était visible sur le terrain. L'eau réapparaissait dans des zones auparavant condamnées. Les communautés locales intégrées aux équipes contribuaient directement à l'avancement du projet. L'absence d'entreprises étrangères renforçait la cohérence logistique et consolidait la perception de souveraineté opérationnelle. Le rythme restait soutenu. Les équipes travaillaient jour et nuit dans des conditions extrêmes. La progression technique devenait une démonstration de capacité interne. Une fois les premiers tronçons actifs, les effets indirects se multipliaient. Les villages situés en bout de ligne recevaient un débit stable pour la première fois depuis des années. Les habitants réorganisaient leurs journées
autour d'un accès plus prévisible. Les parcelles abandonnées retrouvaient une utilité fonctionnelle. Les petits marchés ruraux se redensifiaient. La migration interne commençait à ralentir. Les provinces, auparavant dépendantes de précipitations irrégulières, faisaient émerger un calendrier agricole plus étendu. L'amélioration de l'eau potable réduisait la charge quotidienne des ménages. Les stations de pompage hybride assuraient une continuité même lors de coupures électriques. Le système, encore en cours d'achèvement, produisait des signaux de stabilisation dans les zones les plus vulnérables. Ce n'était pourtant qu'une première vague d'effets. Les infrastructures construites sous la direction d'Ibrahim Traoré formaient désormais une trame qui interconnectait des espaces longtemps fragmentés. Cette trame révélait un enjeu plus profond, la capacité d'un pays à se réorganiser autour d'une ressource vitale. La transition n'était pas seulement matérielle, elle redéfinissait la marge d'action politique et la cohésion locale. À mesure que les chantiers s'achevaient, une nouvelle interrogation prenait place. La dynamique pouvait-elle rester stable face aux pressions climatiques et aux contraintes d'entretien qui se profilaient déjà? Avant la mise en œuvre du projet Blue Shield 2025, la ligne de base était claire: des terres abandonnées, des villages déplacés et une pénurie chronique d'eau potable. Après son déploiement, un deltanet est apparu. La différence entre ces deux états structurels a permis de mesurer avec précision l'ampleur du basculement enclenché sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. En ce qui concerne la première mesure, il s'agit d'une augmentation de 42% de la production agricole. Ce chiffre provient directement de l'élargissement des surfaces irriguées grâce au réseau complet de réservoirs et de canaux. Il traduit une montée en rendement permise par la stabilité de l'eau. Mais dans les régions où la saison agricole dépendait entièrement des pluies irrégulières, la capacité à produire 2 cycles annuels a transformé les routines de culture. Une hausse de cette ampleur révèle que les systèmes locaux réagissaient rapidement dès que l'approvisionnement hydrique devenait prévisible. Le gain n'était pas seulement quantitatif, il stabilisait des filières entières fragilisées depuis des années. Pour la deuxième mesure, elle indique une baisse de 32% de la migration interne. Cette diminution est liée à la réapparition d'un accès stable à l'eau dans les zones rurales, ce qui réduisait les déplacements saisonniers forcés. Chaque pourcentage retiré représentait des familles pouvant rester dans leur village sans devoir parcourir des distances considérables pour trouver de l'eau. Cette baisse indiquait également une amélioration des conditions de vie locales et un ralentissement des mouvements de rupture, auparavant déclenchés pendant les périodes les plus sèches. Le signal était double: meilleure stabilité sociale et pression moindre sur les zones urbaines. Quant à la troisième mesure, elle correspond à une réduction de 25% des maladies hydriques. Cette baisse découle de l'amélioration de la qualité de l'eau, notamment grâce à la filtration solaire intégrée dans les principaux réservoirs. Dans les villages où les sources contaminées provoquaient régulièrement des épisodes de diarrhée, la disponibilité d'une eau purifiée a changé les routines des sanitaires. Ce recul des affections liées à l'eau montre que le système ne servait pas uniquement l'agriculture, il sécurisait directement la santé publique. L'effet cumulatif de cette réduction renforçait la résilience locale face aux futures pénuries. Ces trois chiffres se rattachent tous à une même architecture: les 300 réservoirs connectés par 2000 km de canaux traversant 18 provinces. Leur déploiement rapide permettait une irrigation continue, une alimentation des stations de pompage hybrides et un contrôle des flux pendant les périodes de pluie. Chaque composant soutenait une partie distincte de la transformation. Les réservoirs régulaient l'eau potable. Les canaux soutenaient les terres abandonnées. Les stations hybrides garantissaient la continuité énergétique.
Derrière ces améliorations, une cohérence se dessinait. L'approche ne reposait pas sur une innovation isolée, mais sur un maillage conçu pour réduire simultanément plusieurs vulnérabilités. Le système alignait les usages agricoles, domestiques et sanitaires, créant une plateforme commune pour absorber les pressions climatiques. À mesure que les équipes locales prenaient en charge l'entretien quotidien, la dimension communautaire devenait un vecteur central de durabilité. Cette appropriation collective renforçait la robustesse du dispositif en limitant les risques de rupture opérationnelle. Ainsi se forme la conclusion intermédiaire. Les données disponibles montrent que le pays n'a pas simplement amélioré son accès à l'eau, il a modifié la structure entière de son exposition au risque. La prochaine étape consiste à tester cette résilience dans la durée, à mesure que les infrastructures entreront dans leur phase d'exploitation prolongée. Depuis la mise en place du système d'irrigation, deux courants d'analyse s'opposaient largement. Le premier avançait que les résultats observés au cours des premiers mois ne garantissaient en rien la solidité à long terme du dispositif. Selon cette perspective, un projet reposant sur des ressources limitées demeurait vulnérable aux crises climatiques et économiques. Ce groupe de sceptiques soulignait notamment que la moindre défaillance dans la maintenance pourrait fragiliser l'ensemble du réseau, surtout dans les provinces éloignées où les compétences techniques restaient inégales. Le raisonnement posait donc un risque structurel. Un système ambitieux, certes fonctionnel à court terme, mais potentiellement instable si des chocs externes se présentaient. En face, un second argumentaire insistait sur la valeur du modèle tel qu'il avait été construit. Les défenseurs du projet rappelaient que les infrastructures avaient été réalisées entièrement par des équipes locales, sans dépendance à des entreprises étrangères. Cette autonomie renforçait la capacité d'adaptation, car les mêmes communautés impliquées dans la construction prenaient part à la gestion quotidienne. Ce camp mettait aussi en avant la diversité des usages couverts par le réseau, irrigation agricole, eau potable et contrôle saisonnier des inondations. Pour eux, cette polyvalence constituait une barrière naturelle contre les fluctuations climatiques, car elle créait plusieurs lignes de stabilisation plutôt qu'un seul point de dépendance. À leurs yeux, la cohésion nationale autour du projet était un indicateur supplémentaire de durabilité. Le point de bascule apparaissait dans les données. Les 5 millions d'hectares irrigués assuraient une continuité agricole que les sécheresses précédentes avaient paralysée. La baisse de 32% de la migration interne indiquait que les zones rurales commençaient réellement à retenir leurs habitants. La réduction de 25% des maladies hydriques montrait que les effets dépassaient largement le registre productif. En réunissant ces trois éléments, la réponse au débat prenait une forme plus nette. Le système ne reposait pas uniquement sur une prouesse technique, mais sur un ensemble de transformations sociales et sanitaires qui renforçaient sa résistance aux chocs futurs. La confrontation entre les deux visions persistait, mais les premiers résultats empiriques pesaient déjà lourd dans l'évaluation de la stabilité à venir. Au moment où les premiers tronçons du réseau fonctionnaient de manière continue, un changement discret mais décisif se révélait. Les communautés rurales, longtemps dépendantes de sources incertaines, observaient désormais une régularité que la sécheresse avait effacée pendant des années. Ce signal s'imposa comme une charnière. L'eau n'était plus seulement une réponse à la crise, mais une structure de vie réorganisant le quotidien. Dans plusieurs provinces, l'apparition de nouveaux points d'accès à l'eau potable réduisait les déplacements contraints, laissant plus de temps aux ménages pour stabiliser leurs activités. Les marchés locaux, autrefois ralentis par l'irrégularité des récoltes, retrouvaient un rythme plus constant grâce aux surfaces irriguées. Cette transition, encore fragile, établissait toutefois une rupture nette avec la période précédant le projet Blue Shield 2025.
C'est dans cette phase d'ajustement que le rôle d'Ibrahim Traoré reprenait son importance. Les orientations qu'il avait fixées continuaient de guider la coordination entre équipes techniques et communautés locales afin de maintenir l'élan initial. Ce moment charnière proposait une lecture nouvelle. Les résultats visibles n'étaient plus seulement des réponses immédiates, mais des fondations destinées à porter les mois suivants. La progression dépendait alors d'une seule question. La stabilité naissante pouvait-elle résister au prochain cycle climatique? En ce qui concerne l'impact sur les ménages, dans les foyers ruraux qui subissaient jusqu'alors la pression constante de la rareté hydrique, l'arrivée d'un accès stable à l'eau a entraîné une réorganisation profonde du quotidien. Les familles ne parcouraient plus de longues distances pour remplir des récipients, ce qui libérait plusieurs heures par jour pour d'autres activités essentielles. Les épisodes répétés de maladies hydriques diminuaient nettement grâce à la filtration solaire intégrée dans les réservoirs. Les améliorations sanitaires accrues stabilisaient la vie domestique et réduisaient les dépenses liées aux soins. Pour de nombreux ménages, cette transition représentait une rupture avec des années de vulnérabilité étendue. En ce qui concerne effets sur les dynamiques économiques locales, dans les zones agricoles, les surfaces irriguées permettant 2 récoltes annuelles redéfinissaient les cycles productifs. Les plantations de maïs, de riz et de légumes retrouvaient une régularité que les sécheresses successives avaient fait disparaître. Les marchés de proximité, autrefois sporadiques, reprenaient une activité plus soutenue grâce à une offre plus régulière. Cette continuité stimulait les échanges dans plusieurs provinces, renforçant l'autonomie locale face aux importations alimentaires. L'augmentation progressive des revenus agricoles, même modestes, créait une base économique plus stable pour les communautés. Cette dynamique montrait comment l'infrastructure hydrique devenait un moteur direct de résilience économique. En ce qui concerne conséquences sociales et démographiques, la diminution de 32% de la migration interne marquait un changement majeur dans les tendances démographiques. Les familles, auparavant contraintes de quitter leur village durant la saison sèche, pouvaient désormais y rester toute l'année. Cette stabilité avait un effet multiplicateur sur la cohésion communautaire, car les départs saisonniers provoquaient souvent une désorganisation des structures locales. La disponibilité d'eau potable renforçait l'accès à l'éducation, notamment pour les enfants qui n'avaient plus à consacrer une partie de leur journée à la collecte d'eau. La baisse des maladies liées à l'eau, estimée à 25%, consolidait encore davantage cette stabilisation sociale. Ces évolutions constituaient un indicateur clair d'un mieux-être progressif dans les zones rurales les plus vulnérables. En ce qui concerne effets à l'échelle du territoire, sur le plan national, l'irrigation de 5 millions d'hectares créait un socle de sécurité alimentaire inédit pour le pays. Les réservoirs dispersés dans 18 provinces offraient des points d'ancrage stratégiques pour limiter l'impact des futurs épisodes climatiques extrêmes. Cette architecture commençait aussi à influencer les relations avec les pays voisins du Sahel, qui observaient de près ce modèle d'autosuffisance hydrique. Les signaux de stabilisation envoyés par les infrastructures renforçaient l'idée d'un pays capable de structurer son avenir autour de ses propres ressources. C'est dans cette dynamique que l'action d'Ibrahim Traoré consolidait sa portée politique, en associant directement souveraineté matérielle et cohésion territoriale. Dans ces 4 dimensions, un même dénominateur apparaissait. La transformation hydrique se traduisait par une amélioration visible des conditions de vie, une base économique plus stable et un ancrage national renforcé. L'effet cumulatif formait désormais une trajectoire qui dépassait la simple réponse à une crise, dessinant une plateforme durable pour les mois à venir. Dans le scénario de base, si le rythme actuel se maintient, les infrastructures hydriques déjà opérationnelles
continueront d'alimenter les zones agricoles et rurales avec une stabilité suffisante. L'irrigation des millions d'hectares pourrait conserver son efficacité, permettant aux récoltes d'éviter les fluctuations extrêmes induites par les cycles climatiques. Les communautés locales, déjà impliquées dans l'entretien, renforceront leurs compétences techniques, consolidant la durabilité du système. La réduction des maladies hydriques devrait se prolonger si la filtration solaire demeure fonctionnelle. Ce scénario repose sur une gestion régulière et une coordination stable entre autorités locales et équipes spécialisées. Dans le scénario optimiste, dans la meilleure trajectoire, la consolidation interne des réservoirs et des canaux permettrait non seulement de stabiliser l'approvisionnement hydrique, mais aussi de renforcer la production au-delà des niveaux déjà observés. Certaines zones pourraient diversifier leur culture, créant un effet de levier pour des échanges agricoles élargis. Les pays du Sahel, déjà attentifs au modèle, pourraient accélérer leurs propres projets inspirés de cette expérience. Cette dynamique renforcerait la position du Burkina Faso en tant que référence régionale, surtout si l'entretien communautaire demeure structuré. Elle valoriserait également la stratégie impulsée par Ibrahim Traoré, montrant qu'un projet national peut servir de base à une coopération plus large. Dans le scénario pessimiste, dans le cas le plus défavorable, une pression climatique accrue pourrait perturber plusieurs réservoirs sur une période courte, réduisant les marges de sécurité. Une mauvaise coordination ou un manque de ressources pour l'entretien risquerait d'entraîner des ruptures locales dans le réseau d'irrigation. Les déplacements internes pourraient réapparaître si certaines zones agricoles perdaient leur régularité. La réapparition d'épisodes de maladies hydriques deviendrait possible si la qualité de l'eau baissait faute de maintenance. Ce scénario n'implique pas une défaillance totale, mais une érosion progressive des gains obtenus. Pour traverser ces 12 prochains mois, un principe demeure essentiel: considérer le système hydrique comme un ensemble interdépendant où chaque segment influence les autres. Adopter cette lecture globale permettra de mieux anticiper les points de vulnérabilité et de maintenir les bénéfices obtenus depuis la mise en œuvre du projet. Groupe A: les communautés rurales. Pour les villages dont la survie dépendait de sources incertaines, la transformation provoquée par le système d'irrigation a redéfini les priorités quotidiennes. Les habitants disposent désormais d'un accès régulier à l'eau, ce qui réduit les déplacements longs et répétitifs. Les familles réorganisent leurs activités autour d'un approvisionnement plus fiable, ce qui allège la pression exercée pendant les saisons les plus sèches. Les enfants peuvent en consacrer davantage de temps à l'école, car la collecte d'eau n'occupe plus une partie significative de la journée. L'amélioration de la qualité sanitaire participe également à une stabilité nouvelle. Groupe B: les travailleurs agricoles. Les surfaces irriguées ont permis le retour à des cycles de production réguliers, un changement majeur pour ceux qui dépendaient directement des récoltes. Les cultures de maïs, de riz et de légumes bénéficient d'un apport constant, libérant les agriculteurs des incertitudes liées aux pluies irrégulières. Les revenus, bien que variables selon les régions, trouvent une constance nouvelle grâce à la possibilité de produire 2 fois par an. Cette régularité redonne une assise économique que les sécheresses successives avaient affaiblie. Pour de nombreux travailleurs, la stabilité hydrique devient un levier professionnel essentiel. Groupe C: les habitants des zones urbaines connectés indirectement. Même si ces populations ne se situent pas au cœur des régions irriguées, elles ressentent les effets du projet à travers la disponibilité élargie de produits agricoles. Les marchés connaissent une offre plus régulière, ce qui limite les fluctuations sévères des prix lors des périodes critiques. Cette constance améliore la sécurité alimentaire pour des ménages urbains souvent exposés à la volatilité.
L'amélioration du système d'approvisionnement réduit aussi la pression sur certaines infrastructures urbaines en limitant la migration forcée depuis les zones rurales. L'ensemble crée un environnement plus stable pour les mois à venir. La phase suivante nécessitait une organisation structurée, orientée vers la durabilité. Sous l'impulsion stratégique d'Ibrahim Traoré, plusieurs étapes devinrent indispensables pour consolider les acquis du projet Blue Shield 2025 et préparer les infrastructures à une exploitation prolongée. Pour étape 1, les équipes locales doivent assurer une surveillance régulière des réservoirs et des canaux, avec un calendrier hebdomadaire pour vérifier les flux, les pompes hybrides et les segments sensibles. Cette routine peut être mesurée par la stabilité du débit distribué dans les zones rurales. Une organisation locale renforcée garantit que les points critiques restent opérationnels. Pour étape 2, les autorités régionales doivent maintenir un système transparent pour répartir l'accès à l'eau entre les villages, les zones agricoles et les besoins domestiques. La réussite de cette étape se mesure par la réduction des tensions communautaires et par la constance des volumes distribués pendant les périodes de forte demande. Cette régulation contribue à maintenir l'équilibre entre usages productifs et besoins essentiels. Pour étape 3, les équipes doivent utiliser les données saisonnières pour ajuster les périodes de stockage et d'irrigation, en particulier dans les zones exposées aux variations extrêmes. Le succès de cette adaptation peut se mesurer par la réduction des pertes agricoles lors des mois critiques. Cette anticipation permet de renforcer la résistance du système aux épisodes climatiques imprévisibles. Pour étape 4, la formation technique continue reste essentielle pour assurer la longévité du dispositif. Elle doit être mise en œuvre chaque trimestre afin de renforcer la maîtrise des stations de pompage et des structures hydrauliques. La progression se mesure par le nombre d'interventions réalisées sans assistance extérieure. Cette montée en compétences stabilise l'ensemble du réseau. En suivant ces étapes, le pays renforce les bases d'un système capable de durer au-delà des premiers résultats visibles. Dans les régions rurales où les premiers signaux de reprise étaient apparus, la présence d'un repère clair continuait de structurer la lecture du projet. Le rôle du guide évoqué plus tôt revenait en surface, rappelant que l'élan initial n'avait jamais été uniquement technique. Ibrahim Traoré, qui avait donné l'impulsion stratégique, demeurait associé à cette trajectoire collective, non pas comme une figure lointaine, mais comme un point d'ancrage permettant de comprendre l'évolution du pays. Cette continuité donnait aux communautés locales un sentiment de cohérence malgré les défis encore présents. Les familles qui avaient vu leur routine se transformer redécouvraient une forme de stabilité, et les agriculteurs, autrefois paralysés par l'incertitude des pluies, constataient chaque semaine les signes d'un cycle plus maîtrisé. Les réseaux hydriques, même encore jeunes, devenaient des marqueurs visibles d'une volonté nationale plus large. Cette perception renforçait l'idée que la transition enclenchée pouvait dépasser le cadre d'un simple chantier pour se transformer en dynamique durable. Dans cette atmosphère en recomposition, une conviction prenait forme. La résilience ne provenait pas d'un unique geste, mais d'une somme de décisions alignées autour d'un même objectif. Cette compréhension, portée à la fois par les habitants et par le cadre instauré au départ, donnait au pays une direction nouvelle. À mesure que les réservoirs et les canaux restructurent les territoires, une question essentielle se pose désormais aux communautés. Comment préserver cet élan collectif sans perdre l'esprit de solidarité qui a rendu possible la transformation hydrique du pays? Le projet Blue Shield 2025 a déjà modifié les routines, les priorités et les attentes, mais son avenir dépend aussi de la capacité des habitants à maintenir la vigilance et la cohésion qui ont guidé les premiers mois. Dans les villages, sur les marchés ou dans les zones agricoles, chacun perçoit que l'eau est devenue bien plus qu'une ressource.
Elle représente une base sociale nouvelle, une plateforme qui relie les familles, les travailleurs et les institutions autour d'un même objectif de stabilité. Ce cadre commun invite à réfléchir à la manière dont chaque groupe peut continuer à contribuer, même modestement, à l'entretien et à la gestion du système. Pour poursuivre ce mouvement, l'échange d'expériences, la diffusion des pratiques locales et la participation de tous joueront un rôle déterminant. Alors, face à